au début de ma carrière, j'étais très réticente à aborder ces sujets-là, parce que je voulais surtout pas être enfermée dans l'image de l'écrivaine franco-marocaine qui écrit sur les femmes et l'honneur et le voile et le sang et le couscous et tout, voilà, tous ces sujets-là. Et peut-être parce que l'identité la plus forte pour moi, au début de mon travail, c'était d'abord l'identité de femme, beaucoup plus que l'identité de marocaine ou de française. Bonjour Leïla. Bonjour. Leïla Slimani, merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio de Télérama. Leïla Slimani, il vous a suffi de 2 livres pour vous imposer dans le paysage littéraire d'aujourd'hui et vous imposer tout en haut de ce paysage, si j'ose dire. D'abord un premier roman en 2014 qui s'appelait Dans le jardin de l'ogre et un deuxième roman 2 ans plus tard, Chanson douce, qui a obtenu le prix Goncourt et qui vraiment vous a propulsé comme une des têtes d'affiche de ce paysage littéraire français, voire mondial, puisque ce livre est traduit dans plus de 40 langues, je crois. Néanmoins, vous êtes ici non pas pour nous reparler de Chanson douce ou peut-être plus tard, mais pour parler de ce travail qui est en cours aujourd'hui, qui est le vôtre, qui est donc une trilogie à la fois historique et familiale. On va justement peut-être parler un peu de cela, une trilogie qui est ancrée dans le Maroc des 70 dernières années, on va dire. Le premier volume est paru en 2020, il s'appelait Le pays des autres, c'est un peu le titre générique de la trilogie. Le deuxième volume vient de paraître, il s'intitule Regardez-nous danser, et il nous immerge dans le Maroc des années 60-70, je vais dire. Ce projet de roman familial, est-ce que c'est un projet de roman familial? Est-ce que c'est un projet de roman historique? Est-ce que c'est un projet qui mêle les deux? Quel est le germe de cette envie d'écrire cette trilogie? Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas vraiment une romancière avec une stratégie. Je ne me mets pas devant mon ordinateur en me disant voilà la cathédrale que je vais construire et voici mes plans et comment je vais échafauder tout ça. Je suis beaucoup plus quelqu'un qui travaille avec une forme d'intuition et dans une certaine obscurité, dans quelque chose d'assez confus. Et je dirais même que c'est là que je trouve un certain plaisir dans l'écriture, dans le fait de ne pas savoir exactement où je vais, pourquoi j'y vais, ce que je vais y trouver. Et c'est bien souvent a posteriori que je m'explique pourquoi je me suis lancée dans telle ou telle entreprise. Là d'ailleurs, je rentre du Maroc où j'ai passé 10 jours à faire une tournée de promotion. Et c'est souvent en parlant avec mes lecteurs et en répondant à leurs questions sur les raisons de pourquoi j'ai écrit cette trilogie que j'ai commencé à percevoir des bribes d'explications. Alors les premières sont le fait que tout simplement après Chanson douce dont vous avez parlé tout à l'heure et ce tourbillon dans lequel je me suis retrouvée prise puisque j'ai fait une tournée mondiale et je suis allée dans une 25 pays. Très souvent, quand j'étais seule dans ma chambre d'hôtel, les premières scènes qui me venaient, les choses que j'avais envie d'écrire, parfois même à minuit, toute seule comme ça, très fatiguée, c'était des scènes qui me revenaient de mon enfance, des choses que m'avaient racontées mes parents ou mes grands-parents. Et ces scènes-là, en fait, je les ai finalement cousues ensemble, comme voilà, je les ai tricotées ensemble alors qu'elles n'avaient pas forcément de lien au début, elles ont commencé à s'imposer. Et puis il y a aussi le rapport que j'ai toujours eu avec à la fois la question de l'identité, la question de mon pays d'origine, la question des rapports entre la France et le Maroc. Au début de ma carrière littéraire, même si j'aime pas trop ce mot, mais au début de ma carrière, j'étais très réticente à aborder ces sujets-là, parce que je voulais surtout pas être enfermée dans l'image de l'écrivaine franco-marocaine qui écrit sur les femmes et l'honneur et le voile et le sang et le couscous et tout, voilà, tous ces sujets-là. Et peut-être parce que l'identité la plus forte pour moi, au début de mon travail, c'était d'abord l'identité de femme, beaucoup plus que l'identité de marocaine ou de française. Et c'est avec le temps, avec aussi la frustration et parfois même le chagrin, de me retrouver dans une société française où j'avais le sentiment que les gens connaissaient très mal le Maroc, connaissaient très mal là d'où je venais. Le chagrin aussi au Maroc de voir que les gens continuellement me refusaient ma marocanité malgré tout ce que j'essayais de faire pour ce pays et dans ce pays. Et bien c'est peut-être aussi cette colère et ce chagrin qui m'ont poussée à écrire cette trilogie. Vous êtes né au Maroc en 1981. Vous êtes arrivé en France vers l'âge de 18 ans, je crois, pour faire vos études et vous êtes resté en France. Est-ce que cette distance néanmoins qui s'est installée géographique, ou en tout cas par rapport à votre pays natal, est-ce que ça a changé votre regard, modifié votre regard sur... est-ce que cette trilogie serait toute autre si vous étiez resté vivre et écrire au Maroc?
Peut-être même qu'elle n'existerait pas. Je pense que cette distance, elle a été totalement nécessaire pour cette trilogie. Je pense que pour tout travail d'écriture, il faut beaucoup de distance. C'est sans doute pour ça que tous les écrivains, ou beaucoup d'écrivains, écrivent sur l'enfance, parce que c'est le lieu dont on est exilé, forcément, où on ne retournera jamais, et que cette distance favorise justement la possibilité de l'émotion, de la nostalgie et d'un travail en profondeur. D'ailleurs, je vois souvent que les gens sont obsédés par l'idée qu'il faudrait écrire sur ce qui se passe aujourd'hui. Quand on vivait le pic de la crise du Covid, beaucoup de gens disaient on va avoir plein de romans sur le Covid, alors que moi je suis persuadée que le premier grand roman sur le Covid sera écrit dans 20 ou peut-être 30 ans, parce que la littérature demande de la distance, elle demande du temps. Et c'est le fait aussi d'être partie de mon pays, le fait de le regarder avec à la fois un recul critique, mais en même temps un recul nostalgique, qui fait que je peux avoir à la fois beaucoup de tendresse et en même temps parfois une certaine sévérité à l'égard de ce pays. Quand vous évoquiez tout à l'heure un peu la genèse de ce roman, je ne sais pas si vous le concevez comme un seul roman ou vraiment 3 romans, quand vous évoquiez en tout cas la genèse, vous parliez de ces fragments autobiographiques, et je peux comprendre du coup, que vous écriviez autour de votre enfance, les souvenirs, j'imagine, de vos grands-parents, vos parents. À quel moment le romanesque s'est-il glissé dans ce livre en gestation, en fait? Est-ce ça ne pouvait pas être un récit? Non, ça ne pouvait pas. Pour moi, c'était forcément de l'ordre du romanesque, de la fiction, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est ce qui me plaît. C'est là que je trouve le plus grand plaisir quand j'écris. J'aime inventer, j'aime imaginer, j'aime être surprise par ce qui arrive dans une scène et me laisser emporter par des accidents de narration. Et tout simplement aussi parce que je n'ai jamais eu avec le monde, avec le réel ou avec ma famille, un rapport autre qu'un rapport romanesque. Je ne sais pas qui sont mes grands-parents, je ne sais pas qui sont mes parents. Depuis que je suis enfant, je les ai toujours inventés. Ils ont toujours été pour moi des personnages. Je les ai rencontrés, je les ai côtoyés. J'ai parfois été témoin de choses dures, de chagrins réels, mais toujours j'ai enrobé tout ça d'une part de ce que des gens pourraient appeler de mensonges, mais que moi j'appelle la fiction. Je n'ai de rapport avec le monde que romanesque. Le vrai ou le réel ne m'intéresse pas, ou en tout cas, je pense que par le romanesque, c'est comme ça que je peux justement toucher à une forme de réel, à une forme de vérité. Je ne crois pas simplement aux faits bruts, où j'ai du mal à être dans ce rapport au réel qui serait celui du récit, qui est assez sec, ou de l'autofiction. Ça ne m'intéresse pas. Je suis menteuse patentée, fille et petite fille de menteur patenté. Et donc, c'est avec ça aussi que je fais cette trilogie. Néanmoins, elle est très nourrie de choses que vos grands-parents ou vos parents vous ont racontées, et en même temps nourrie aussi de recherche. Oui. Il y a un travail, vous avez fait un travail de documentation, parce que c'est vrai que l'histoire du Maroc enfin, on lit vraiment l'histoire du Maroc à travers l'histoire de cette famille. Bien sûr, j'ai fait un énorme travail de documentation historique pour comprendre exactement ce qui s'est passé au cours de ces 60 dernières années au Maroc, donc les grands enjeux politiques, économiques, sociaux de ce pays, évidemment comprendre tout ce qui s'est passé par rapport au règne de Hassan II, par exemple, dans cette partie de la trilogie. Et en plus, j'arrivais sur un terrain assez vierge, parce que la littérature dite historique au Maroc est la plupart du temps de l'ordre de l'autofiction, du témoignage, de l'autobiographie. Il n'y a pas ou peu de grands romans fleuves comme ça qui traitent de l'histoire. Donc il fallait que je trouve en plus un angle tout à fait particulier pour ramener cette histoire du Maroc du côté romanesque. Bien sûr, j'ai utilisé des choses que m'avait racontées ma famille. Et ce que j'ai découvert finalement d'assez intéressant en écrivant le livre, là, surtout à la fin du 2e tome, c'est qu'en réalité, toute famille est déjà elle-même comme un pays. Elle a sa propre langue, elle a ses propres mythes aussi, elle a elle-même sa propre histoire, son récit national, son récit familial, avec des anecdotes dont, au bout d'un moment, on ne sait plus vraiment est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles ne sont pas vraies, avec ses faits de gloire, avec ses grandes défaites, avec sa capitale. Là, on pourrait dire que la ferme est un peu la capitale de cette famille. Donc j'ai essayé de procéder comme ça, c'est-à-dire de travailler sur cette famille comme si elle était elle-même un pays. Les anecdotes qu'on m'a racontées, qui se sont modifiées avec le temps, parce que chacun, après,
à rajouter son petit détail, à rajouter sa petite touche. Je ne saurais pas vous dire si, voilà, si elles sont vraies ou pas, si ce que m'a raconté ma grand-mère est absolument exact, mais il y a une vérité dedans. Et la vérité qu'il y a dedans, c'est celle qu'elle a voulu y mettre. C'est la façon dont elle se voyait elle-même, c'est la vie qu'elle s'est inventée. Et je crois que la plus belle des vies, c'est celle qu'on s'invente, celle qu'on fantasme pour soi-même. Mais d'une certaine façon, le cadeau que je voulais faire à chaque membre de ma famille, c'était lui dire cette vie que tu as fantasmée et que parfois le monde trivial et prosaïque tel qu'il est à refuser, eh bien je te la donne. Allez, je vais te l'offrir à travers ce roman. Et c'est ça qui souvent me donnait des moments de grande exaltation quand j'écrivais, parce que je me disais de là-haut, ils doivent se dire « Ah merci, tu m'as enfin permis de vivre cette chose-là pour de vrai ». Et est-ce que vous diriez la même chose sur le pays plus grand, c'est-à-dire le Maroc? Est-ce qu'il y a aussi cette idée, voilà, je me rappelle, on en avait un peu parlé quand je vous avais rencontré pour un entretien pour Télérama. Vous m'avez dit cette chose très forte que vous vouliez donner une dignité romanesque au Maroc, à votre pays. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus et voilà, dire ce que ça signifie exactement, donner une dignité romanesque au Maroc? D'abord, il faut imaginer qu'un pays comme le Maroc, nous sommes depuis des années quand même un peu écrasés, étouffés par un discours officiel. L'histoire, c'est celle qui est racontée par ceux qui sont aujourd'hui et hier au pouvoir et qui nous disent comment elle s'est produite. Alors, il y a eu une capacité, par exemple, pour les années de plomb de Hassan II, à faire ce qu'on a appelé l'instance équité et réconciliation, qui a donné une voix aux victimes qui ont pu venir raconter, mais dans un cadre officiel, sans donner le nom des tortionnaires. Donc, il y a cette idée, comme dans beaucoup de pays très hiérarchiques, etc., il y a cette idée qu'une vérité, de vérité, il n'y en a qu'une. Et c'est une vérité qui est collective, ça n'est pas une vérité qui est détenue par les individus. Or, le roman et la littérature de manière générale dit exactement l'inverse. Des vérités, il y en a plusieurs, il y en a pléthore, elles se contredisent, elles se frottent les unes aux autres. Et nous ne sommes pas que du collectif, nous sommes des individus. L'histoire est d'abord vue à travers ces individus, leurs âmes, donc à travers leurs émotions, leurs peurs, leurs histoires d'amour. Et quand je dis redonner une dignité romanesque à mon pays, c'est exactement ça. Restaurer la multiplicité des points de vue, restaurer la multiplicité aussi des individualités, sans être dans le jugement, sans dire les bons et les méchants, comme on en a souvent l'impression dans les manuels d'histoire, mais au contraire en disant tout est très confus, tout est très ambigu. Si on va au tréfonds, enfin dans le tréfonds de l'âme des êtres, on se rend compte que la réalité est beaucoup plus confuse que ce qu'on a voulu vous raconter. Donc c'est ça aussi pour moi, restaurer la dignité romanesque. Et d'un autre point de vue aussi, si on regarde ce roman du point de vue plus occidental, comme je le disais tout à l'heure, je suis arrivée un peu sur un terrain vierge. Il n'y a pas beaucoup de romans marocains comme ça qui racontent cette histoire avec des codes certes classiques, mais avec quand même une certaine modernité dans la narration. Et j'ai toujours vécu dans cette frustration de lire des romans russes, de lire des romans américains, de lire des romans français, de m'identifier à Anna, Marie, John et André ou je ne sais qui, et d'avoir le sentiment toujours de venir d'un pays périphérique auquel personne ne peut s'identifier. Je vais vous dire un truc pour reprendre une expression très vulgaire de Donald Trump. Moi, je me rappelle très bien du jour où il avait parlé d'Haïti en disant « Oui, non, mais bon, ça fait partie de ces pays de merde ». Eh bien, je vais vous dire un truc horrible. Quand j'étais petite, moi, comme beaucoup d'autres gens qui vivent dans des pays du Sud, longtemps, on a eu l'impression de vivre dans des pays de merde parce que personne ne peut s'identifier à nous, à notre histoire, à nos récits, parce qu'on ne compte pas, on est sous-développé, on fait partie du tiers-monde. Et donc, voilà, l'idée d'écrire un roman sur des gens qui sont animés par les mêmes sentiments, les mêmes désirs, les mêmes ambitions que les grands romans américains et tout ça qu'on a lus, c'était aussi une façon de défendre mon pays et ma culture. Ça m'évoque tout à fait des choses. Une interview que j'avais faite de Pierre Bergogneau, qui lui est un écrivain vraiment du centre de la France, et qui disait un peu la même chose quand il était étudiant, enfin en tout cas collégien, lycéen. Effectivement, il avait l'impression que sa propre expérience, c'est-à-dire de la campagne rurale française des années 50, 60, n'existait pas en littérature et qu'elle n'avait pas de place, qu'on ne pouvait pas faire de la littérature, que ce n'était pas digne de littérature, sa propre expérience de vie, quoi. Et que je crois que c'est un écrivain comme Faulkner. On peut peut-être parler, je ne sais pas si Faulkner a compté pour vous, mais j'imagine que oui. C'est un écrivain comme Faulkner qui lui a révélé par ses sujets, que effectivement, ce qu'il vivait lui-même
était digne de littérature, aussi bien que les beaux quartiers parisiens. Bien sûr, un écrivain comme Faulkner, mais aussi les écrivains sud-américains. Moi, Vargas Llosa, Carlos Fuentes ou Garcia Marquez, qui parlent de ces territoires qui sont des territoires du Sud, des territoires parfois, comme chez Garcia Marquez, un peu indéterminés, qui sont à la fois imaginés et réels, parce qu'il faut aussi contourner des pouvoirs, il faut contourner des autorités, il faut contourner des interdits. Donc cette idée qu'on pouvait, voilà, à la fois raconter un territoire réel, en même temps y apporter une part de fiction pour se donner la liberté totale de dire absolument tout ce dont on a envie. Oui, ça m'a donné cette force-là. Mais je crois aussi qu'il faut rendre hommage aux autres écrivains africains, maghrébins, à tous ceux qui ont ouvert un peu la voie et au fait qu'on vit peut-être aussi un moment historique de décentrement du monde, ou peut-être que l'Europe ou le monde occidental n'est plus le seul à pouvoir dire nous sommes universels, nous incarnons l'universel, que dans nos combats, par exemple, moi, dans mes combats féministes, dans mes combats pour les libertés individuelles, j'essaye dans mon pays de défendre une forme d'universalité. Et je me bats moi-même contre les Marocains qui me disent « tu nous apportes des idées qui sont occidentales, tu essayes de nous influencer avec des idées qui viennent d'ailleurs ». Donc je défends un universel que paradoxalement, même en Europe, on me refuse. Donc ce combat de l'universel, il est total. Il est à la fois politique, littéraire, il est total. Je crois que n'importe qui, n'importe quel être humain sur Terre peut incarner l'universel. Il n'appartient à personne, cet universel, ni à l'Occident, ni à l'Orient, à personne. Il est essentiel à n'importe quel être humain. C'est véritablement le lien que vous faites entre l'écriture et vos engagements qui sont nombreux. Depuis Chanson douce, depuis votre notoriété, vous n'avez jamais hésité, et peut-être même avant, puisqu'avant d'être romancière, vous étiez journaliste, hein, mais en tout cas, vous n'avez jamais hésité à prendre la parole sur des sujets qui vous tenaient à cœur, effectivement, notamment la condition des femmes, mais pas que. Oui, bien sûr, la condition des femmes, des partout homosexuels, voilà, la dépénalisation de l'avortement. Je travaille aussi énormément dans les prisons, en France et au Maroc, pour leur apporter des livres, pour leur donner un accès au savoir, parce que je crois que la première émancipation, c'est d'abord l'émancipation par le savoir. Ça, j'en ai fait l'expérience au Maroc, dans un pays où, quand j'étais enfant, 70% des femmes étaient analphabètes, et je voyais ce que c'était les résultats d'une vie vécue dans l'obscurité, dans l'absence de maîtrise de tout savoir. J'ai cofondé avec une amie au Maroc un collectif qui s'appelle le collectif des Hors-la-Loi, où nous militons pour la transformation du code pénal au Maroc et la dépénalisation de la sexualité. Mais effectivement, tout ça est totalement lié, parce que j'ai toujours été prise en tenaille avec cette idée de ma supposée francité, ma supposée marocanité, avec chacun qui essaye de me dire que je pense de l'autre côté, je pense mal, et que ce que j'amène comme idée vient en fait de mon autre identité. Et donc je cherche tout le temps à me décrédibiliser ou à me délégitimer. Et finalement, ma parade par rapport à ça, c'est de revenir tout le temps à notre matrice, au cœur de ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres humains. J'ai du respect pour toutes les cultures, pour toutes les religions, et je peux tout à fait comprendre qu'on ait envie de vivre selon des codes culturels ou religieux précis. Mais je demande la réciprocité, c'est-à-dire que si je respecte la possibilité pour chacun de vivre selon ces codes-là, je veux qu'on respecte aussi mon droit à vivre en tant que femme qui choisit de m'habiller telle que je veux m'habiller et qui veut vivre ma sexualité telle que je veux la vivre. Et je refuse totalement tout relativisme culturel. Je me bats totalement contre ça. Je crois que nous ne sommes pas notre culture, c'est notre culture qui est ce que nous en faisons, et que nous avons tous le droit, quel que soit le pays où on vit, quelle que soit notre religion, de nous réclamer d'un certain nombre de droits universels, du simple fait d'être des êtres humains. Le droit à la liberté, à l'égalité, à disposer de notre corps, à la sécurité et à la dignité. Et ça, pour moi, c'est non négociable. Vous êtes prête à y consacrer encore plus de temps, ou en tout cas à continuer à y consacrer? Il n'y a pas une tension entre le temps dont vous avez besoin pour réfléchir à vos livres, pour les écrire, et ces sollicitations permanentes, ou ces envies que vous avez, ou ces besoins que vous éprouvez de vous exprimer et de défendre des causes? Non, je suis prête à y consacrer ma vie. Vraiment, je suis prête à y consacrer ma vie, mon énergie, ma santé, ma fatigue, parce que c'est trop important. Là, je vous disais, je rentre du Maroc. Je me suis retrouvée avec des gens qui ont été d'anciens détenus, tous détenus pour des affaires de mœurs, alors soit adultère, soit
relations sexuelles hors mariage, soit avortement, notamment des médecins. Et quand ces gens-là qui n'arrivent même pas à parler, tellement ils sont détruits par le chagrin, vous donnent des lettres dans lesquelles ils vous racontent qu'en prison, ils ont lu vos livres, ils les ont lus et relus et que ça leur a donné de la force. Quand vous trouvez des jeunes filles de 20 ans qui vous disent que pendant le confinement, elles ont dû retourner vivre dans leur famille très religieuse, qu'elles-mêmes, elles sont parfois homosexuelles, qu'on a voulu les obliger à porter le voile et qui vous disent « Madame Slimani, je sais que vous ne voulez pas être un modèle, mais pour moi, vous êtes un modèle parce que je lisais vos livres et je me disais, dès que c'est terminé, moi, j'ai envie d'être libre. » Donc, ce n'est pas une question de « est-ce que j'ai envie de continuer ?» C'est que je n'ai pas le choix parce que tout ça, ça m'oblige. Quand vous vous retrouvez face à ces gens-là, qui vivent vraiment dans leur chair, ces lois liberticides dont la vie est totalement brisée, c'est très important. Et je vous dirais aussi que je ne mesurais pas à quel point tous ces gens aussi, même dans les romans, ils trouvent des réponses. Parce que Selma, parce que Aïcha, parce que Mathilde, c'est des femmes qui leur parlent. Parce que le fait aussi simplement de mettre des femmes au premier plan d'un roman. Parce que ne pas mentir, dire la vérité, parler simplement des choses telles qu'elles sont, sans chercher des circonvolutions, parce que j'aurais peur, etc. Ça donne aussi envie à plein de filles et plein de garçons d'écrire. Maintenant, je me retrouve dans des conférences au Maroc avec plein de jeunes qui me disent « Je suis écrivain en herbe, madame, donnez-moi des conseils ». Donc, au contraire, ça me remplit d'une énergie immense et j'ai encore plus envie de continuer. Dans Regardez-nous danser, vous citiez le prénom de Aïcha, qui est la nouvelle génération dont on fait connaissance dans Regardez-nous danser, la première génération que vous avez choisi de mettre en scène dans le premier volume, c'était plutôt celle de vos grands-parents. Là, donc, c'est plutôt ces personnages principaux, enfin, notamment Aïcha, est plutôt une projection, enfin, c'est pas votre mère, mais une projection romanesque ou un personnage inspiré, je ne sais pas comment vous le dites. Et il y a aussi un tout petit moment où le personnage inspiré ou projeté à partir de la figure de votre père est pas contemporain, mais presque contemporain. C'est quelques pages qui se déroulent dans une prison, quelques pages extraites vraiment de ces années 60-70 où se déroule le livre, quelques pages beaucoup plus proches de nous, où le personnage devenu adulte est en prison et réfléchit à sa vie. Enfin, c'est une projection de votre père, je le disais, qui est aussi très présente dans cet autre livre, qui est le seul livre autobiographique directement que vous avez écrit, Le parfum des fleurs la nuit. On voit dans le livre que c'est un personnage qui avait une ambition littéraire, intellectuelle. Il y a quelque chose d'un chagrin autour de ce personnage de votre père. Il y a un immense chagrin, une très grande mélancolie. Une mélancolie due d'abord à ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'était un homme qui, je pense, avait des idéaux incroyables, qui était un homme aussi de lettres, qui aimait lire, qui aimait écrire, et qui avait nourri pendant quelques années dans sa jeunesse à la fois des idéaux de révolution, et cette idée qu'on peut avoir quand on a 20 ou 25 ans, je ne transigerai jamais, je ne négocierai jamais, je ne ferai jamais de compromis, et puis cette idée aussi de devenir un écrivain, de consacrer sa vie à ça, et donc accepter peut-être aussi la possibilité de ne pas gagner beaucoup d'argent, d'avoir une vie simple, de ne pas s'élever socialement tel qu'il s'est élevé plus tard. Donc il y a effectivement cette grande mélancolie-là chez mon père, et c'est aussi une mélancolie de transfuge. Mon père était un transfuge de classe et un transfuge culturel, je dirais un double transfuge. Transfuge de classe parce qu'il venait d'un milieu populaire avec des parents analphabètes. À l'époque coloniale, vous pouviez mettre des enfants dans l'école coloniale, mais c'était un enfant par famille. Et je lui ai donné à ce personnage inspiré de mon père le prénom de Mehdi, en référence à Mehdi Ben Barka, parce que Mehdi Ben Barka, c'est exactement ça, c'est un garçon dans la famille qui va accéder aux études et se révéler brillant. Et mon père, ça a été ça. Mais quand il a fait ses études et qu'il est devenu inspecteur des finances, il est retourné dans sa famille de gens qui ne savaient ni lire ni écrire, qui ne comprenaient plus ses codes, et lui-même ne les comprenait plus. Et il y avait peut-être même un sentiment d'une part de honte, et d'autre part, mes grands-parents trouvaient que mon père était arrogant, peut-être même condescendant, qu'il leur avait tourné le dos. Donc ce chagrin et cette mélancolie étaient aussi nourris de ça. Qui je suis, quelles sont mes racines. Et je pense qu'avec l'âge, de plus en plus, on ressent une forme d'arrachement. On a besoin de revenir à une forme à sa famille. Et puis, il a voulu épouser une femme comme ma mère, elle d'un mariage mixte, donc ouverte sur l'Occident, d'un père qui était devenu très riche. Donc d'un coup, il s'est dit, mais est-ce qu'eux, ils vont vouloir d'un homme venu d'un milieu populaire, qui en plus se rêve écrivain et révolutionnaire, ils ne voudront jamais de moi. Donc c'est aussi par amour
amour fou pour cette femme qui va faire ce pas et décider de finalement appartenir au système en se rassurant comme il peut, en se disant on peut appartenir au système sans se salir, il faut bien que dans le système il y ait aussi des gens qui sont propres. Et il s'est rendu compte qu'en réalité, ce que j'appelle le système, ou qu'on peut appeler aussi le Marzen, est plus fort que tout. Et il se souvient de cette phrase de son enfance, le Marzen est comme un dromadaire, il marche tout droit et il te piétine. Donc il ne faut jamais se mettre sur sa route. Vous-même, est-ce que vous vous sentez déraciné aussi? Est-ce que vous savez, enfin vous avez clairement en tête qui vous êtes, où sont vos racines, ou est-ce que finalement ça ne vous intéresse pas trop? Si, ça m'intéresse, bien sûr que ça m'intéresse, sauf que d'identité. J'ai une identité, mais je n'ai pas de pays, je n'ai pas de racines, je n'ai nulle part où aller. Et plus les années passent, et plus j'ai l'impression de ne pas avoir de pays. Maintenant, je me suis installée au Portugal, je me suis installée à Lisbonne, à équidistance des deux pays où j'ai vécu, des deux pays dont je possède le passeport. C'est une sensation très étrange. J'ai l'impression de plus en plus que mon territoire est un territoire meuble, flottant, de ne pas avoir, vous savez, une sorte de point d'Archimède, quoi, qui permettrait d'avoir un territoire fixe à partir duquel vous pouvez décider où est le nord et le sud. Tout est très confus, ça provoque en moi énormément de chagrin, énormément de mélancolie, le fait de me sentir pas très bien dans mes deux pays. Dans chacun de mes pays, je me sens un peu mal à l'aise pour des raisons très, très différentes. J'ai constamment le sentiment de devoir me justifier. Je rêverais d'avoir un lieu à moi. Je rêverais de pouvoir rentrer chez moi au Maroc et de m'y sentir totalement bien, de retrouver... parfois, c'est très fugace, hein, parfois, je me réveille un matin et je me dis « Oh, ça y est, je le sens, c'est chez moi, ce ciel bleu, ces arbres, l'odeur de la nourriture. » Et puis quelque chose vient qui fait que je comprends que non, je ne serai jamais chez moi et je reprends ma valise. Et c'est pareil, pareil en France, donc je me sens de moins en moins chez moi. Vous ne vous sentez pas du tout chez vous, enfin très peu chez vous en France? C'est pas que je me sens peu chez moi, c'est que je sens que c'est meuble. Je me sens chez moi, mais ça n'est pas de l'ordre de ce qu'on peut appeler un terroir ou de racines. C'est quelque chose que j'ai essayé de faire, par exemple, quand j'ai acheté, vraiment la première fois que j'ai commencé à gagner de l'argent avec mon travail, j'ai pris un crédit, j'ai acheté cette maison en Normandie. Et par exemple, quand il s'est passé cette polémique autour du confinement, où tout le monde a commencé à m'insulter parce que j'écrivais dans cette maison en Normandie, ça a été pour moi, je ne sais pas, ça a cassé quelque chose. C'est un journal de confinement que vous avez voilà, obtenu et qui était paru dans le journal Le Monde. Et qui vous a été reproché. Exactement. Et c'était la première fois de ma vie que j'achetais quelque chose. Et puis en plus dans un endroit qui est à la campagne, donc l'idée d'avoir une terre, d'acheter quelque chose dans lequel j'allais pouvoir m'installer avec ma famille et tout. Et j'ai reçu tellement de messages, la blédarde, la crouillette, tu vas en... Je sais pas, ça a cassé quelque chose pour toujours en moi. Je me suis dit, ah bon, même là, il faut pas s'installer, ne crois pas qu'il y a nulle part où tu vas pouvoir t'installer. Donc ça a créé en moi un climat de grande inquiétude par rapport à ça. Je me suis dit, il vaut mieux aller quelque part où tu es une étrangère et comme ça, au moins, les choses sont claires, elles le sont pour toi et pour tout le monde. C'est suite à tous ces messages et cette polémique que vous avez quitté les réseaux sociaux? Oui, absolument. Je les ai quittés suite à ça, mais je dirais que ce n'est pas seulement lié à ça. Peut-être que la chose qui me gênait le plus dans les réseaux sociaux, beaucoup plus que les messages de haine, c'était les messages d'amour. C'est cette espèce de, vous savez, de truc un peu, je t'adore, t'es super, oh chérie, t'es génial, les petits cœurs et tout. Oh, je me suis dit, mais alors ça, c'est la mort pour un écrivain, c'est l'horreur, le fait d'être adoubé pour la moindre petite phrase qu'on dit, puis cette espèce d'amour low cost, quoi, qui veut rien dire, où les gens vous érigent une espèce de statue, là, une image. Moi, je ne veux pas être aimé, je ne veux pas être compris, c'est pas ça que je cherche. Au contraire, je pense que quand on est écrivain et que, voilà, quand on écrit, on cherche tout autre chose, on cherche la complexité, on cherche à perturber les gens, on cherche à les émouvoir. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne peux pas avoir Instagram pour éditeur ou Facebook, c'est pas ça mon travail, que l'écriture, je dois la réserver voilà, à mes livres, à mes éditeurs, et puis à une forme de sévérité. Moi, j'aime la sévérité du regard, qui n'est pas l'insulte non plus. Donc, il faut voilà, trouver un chemin entre l'insulte et l'amour low cost, quoi. Et donc, évidemment, ça n'a pas d'intérêt d'aller sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas là qu'on trouve et qu'on creuse ce chemin. Est-ce que vous pensez que vous êtes véritablement une romancière
et que les autres types d'écriture, même si vous avez écrit notamment effectivement ce récit à la première personne et aussi des documents, des essais, notamment je pense à ce livre sur la vie sexuelle des jeunes Marocains, dont j'ai oublié le titre, excusez-moi. Sexe et mensonges. Sexe et mensonges, voilà. Est-ce que fondamentalement, vous êtes une romancière en fait? Est-ce que d'autres formes que le roman peuvent vous intéresser intellectuellement et vous attirer? Ah oui, vous exciter? Non, non, tout m'intéresse, tout m'intéresse, tout peut m'exciter, toutes les formes, mais même d'ailleurs, par exemple, écrire un livre, je ne sais pas moi, avec un photographe, avec un artiste, la collaboration avec des artistes m'intéresse beaucoup, le cinéma m'intéresse, beaucoup de formes d'écriture m'intéressent, mais je crois que fondamentalement, effectivement, je suis une romancière ou en tout cas un auteur de fiction. C'est là que je trouve le plus de plaisir, dans l'imagination, dans la création d'un univers et surtout dans la création des personnages. Je trouve un plaisir immense et j'ai l'impression que c'est là que j'arrive à déployer un peu ce que j'ai en moi, ce que je retiens en moi à travers mes personnages. Mais j'ai toujours beaucoup de réticence à parler de moi comme écrivain ou à m'analyser. Je pense que je suis la moins bien placée pour dire voilà, qui je suis comme écrivaine ou ce que je vaux, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Je fais voilà, beaucoup confiance aussi au regard que les autres ont sur moi, regard auquel je demande d'être sévère, mais c'est parce qu'il est sévère qu'il peut être lucide. Donc quand, je ne sais pas, quand mon éditeur ou des gens avec qui j'ai l'habitude de travailler me disent tiens, tu n'es pas encore prête pour aller vers ça. J'écoute beaucoup. Je crois aussi qu'il faut voilà, garder toujours une forme d'humilité, une forme de modestie. C'est pas parce qu'on ne peut pas le faire maintenant qu'on ne le fera pas dans 10 ans, mais il faut savoir aussi vraiment être patient dans l'écriture. Et c'est d'ailleurs une des très belles choses qu'on apprend plus on avance dans l'écriture. Parfois, on a des désirs très forts, surtout au début, on veut faire plein de choses. Et en réalité, on a le temps et il faut construire des choses dans un temps qui est long. Il ne faut pas se précipiter. Moi, j'ai souvent péché par précipitation et maintenant, je comprends que voilà, j'aurai le temps de faire les choses et que le destin est bien fait. Si je dois écrire tel livre, eh bien, je l'écrirai. Cette trilogie, vous pensez que vous n'aviez pas les armes pour l'écrire voilà, il y a 5 ans ou il y a 10 ans? C'est sûr, et je vous dirais même que le tome 3, je n'avais pas les armes pour l'écrire il y a 4 ans. C'est-à-dire il a fallu écrire le tome 1 et le tome 2 pour que je puisse maintenant envisager le tome 3, qui va être pour moi le tome sans doute le plus difficile, parce que c'est celui dans lequel voilà, je vais traiter de mes parents, de la prison, de ma génération aussi, et je vais parler d'un présent voilà, avec lequel je vais me retrouver aussi confrontée, parce que les gens dont je vais parler sont pour la plupart encore vivants. Donc il a fallu que, d'une certaine façon, je prenne mon élan. C'est comme, voilà, on doit prendre des forces. Il fallait que je prenne mon élan pour sauter le plus loin possible. Voilà, maintenant c'est arrivé, mais je me sens forte de ces 2 tomes que j'ai écrits, de ces personnages aussi que je connais bien, que j'aime, qui sont là pour me soutenir, qui vont me protéger. Et puis, je fais un peu plus confiance dans ma capacité aussi à mêler la fiction et le réel. Donc, ça devient beaucoup plus un jeu. Et parfois, voilà, il faut se donner une sorte d'élan pour rentrer dans les sujets les plus difficiles. Qu'est-ce que vous avez appris? C'est des choses très, très techniques, très, très concrètes du travail de l'écrivain, très artisanal finalement? Ou est-ce que c'est autre chose, une forme de maturité intellectuelle et affective, je ne sais pas comment dire? C'est le mélange de tout ça ou c'est vraiment de la technique, de l'artisanat de l'écriture? Non, c'est le mélange des deux. Sur le plan technique, j'ai quand même appris beaucoup de choses avec cette trilogie parce que beaucoup de personnages, le contexte historique, une réflexion quand même, j'ai essayé d'avoir une réflexion assez profonde sur la place que je voulais donner à l'histoire, la place que je voulais donner aux personnages, comment j'allais me projeter aussi dans le temps. C'est-à-dire il fallait que dans le 1, je mette des éléments que j'allais réutiliser dans le 2. Donc voilà, aussi tout un travail comme ça de projection, de poser des petits cailloux. Donc j'ai beaucoup appris sur le plan de la structure, vraiment sur le plan de la construction des personnages, comment installer un contexte historique. J'ai appris aussi, là encore, un certain rapport avec le temps. C'est-à-dire parfois à savoir que là, effectivement, je suis bloquée, je n'y arrive plus, ce qui me provoquait avant des angoisses atroces. Et maintenant, je sais que en fait, ce temps-là est un temps utile, que c'est un temps, en réalité, pendant lequel ça marine, il y a quelque chose qui est en train de naître, il faut que je sois à l'écoute de ça et que quand ça reviendra, ben, ça reviendra. Donc, j'ai acquis peut-être en assurance, en confiance en moi. Et puis, bien sûr, aussi une certaine
peut-être maturité affective, je ne sais pas. Oui, je pense qu'entre dans le jardin de l'ogre et aujourd'hui, une capacité en tout cas à plus développer, à pouvoir rester plus longtemps avec un personnage, à lui donner le temps. Et puis moi, j'écris même pendant les ellipses et tout est écrit. Mes personnages, ils existent pendant tout ce temps. Je ne donne pas tout au lecteur. Il y a des choses que vous savez que nous, on ne sait pas. Absolument. En fait, sur eux. Mais je dirais que de la même manière que j'ai appris à me faire beaucoup plus confiance, j'ai appris à faire beaucoup plus confiance au lecteur. Peut-être parce que maintenant, j'utilise beaucoup plus mon expérience de lectrice quand j'écris. Une trilogie, ça vous ramène aussi beaucoup à vos propres souvenirs d'enfance de lecteur, les premières sagas romanesques qu'on lit, les premiers plaisirs de gros romans comme ça. Et vraiment, à chaque fois, j'en appelle à ça, à cette fille de 12 ans qui se mettait dans son lit et j'entendais la voix de ma mère « Tu dors maintenant !» Et je me disais « Vite, 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 qu'elle sorte du couloir pour que je puisse continuer le livre. » Et c'est avec ça que j'écris, avec ce sentiment-là, parce que j'ai envie que le lecteur se dise « Oh non, mince, le tome 2, il est fini, mais qu'est-ce qui va arriver à celui-là ?» Alors, ça ne marche pas à tous les coups, mais voilà, c'est en tout cas avec ça que j'essaye d'écrire aussi. Est-ce que l'atmosphère générale, le contexte dans le politique, éventuellement international, dans lequel vous écrivez, influe sur votre travail? Je pense évidemment aujourd'hui, par exemple, à la situation en Europe, cette offensive russe en Ukraine, cette situation dramatique en Ukraine. Est-ce que c'est quelque chose qui vient polluer un peu votre concentration d'écrivaine? Non, je ne crois pas que ça la pollue, parce que ça voudrait dire que c'est quelque chose que c'est une ordure qui arrive, ou un déchet qui arrive dans ma vie, mais ça n'est pas ça du tout. Bien sûr, ça s'entrelace complètement avec mon travail. Et en fait, c'est très paradoxal parce que d'un côté, quand des événements comme la guerre en Ukraine arrivent ou la crise sanitaire ou des choses qui font souffrir tant de gens qui sont si tragiques, à la fois, on peut avoir le sentiment d'un coup que ce qu'on fait est dérisoire. On se dit, mais à quoi je sers? Moi, je suis là, finalement, enfermée à écrire. Et on se retrouve dans ces idées de dire, toi, tu es une petite bourgeoise dans ta tour d'ivoire en train d'écrire des romans, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Et d'un autre côté, en réalité, ça ne rend votre travail que plus nécessaire. Au contraire, ça vous donne le sentiment que ça a du sens. Ça a du sens de raconter la vie des individus. Ça a du sens de se battre justement pour ramener de la complexité, de la beauté dans un monde qui en semble parfois totalement dépourvu. Moi, je suis vraiment une lectrice assidue de journaux d'écrivains. J'ai beaucoup lu des journaux, surtout d'écrivains d'ailleurs d'Europe de l'Est, d'Europe centrale. Le journal de Sándor Márai, par exemple, moi, qui m'avait beaucoup bouleversée, où on sent ça chez lui, à la fois ce désir de revenir tout le temps à son roman, et en même temps... il vit dans un monde en train de disparaître, mais ça n'annule pas ou ça n'oblitère pas le sens de son travail. Et c'est pareil quand on retrouve les carnets de Stefan Zweig ou les notes de tous ces auteurs-là. Je tiens moi-même un journal depuis le début de la trilogie, et quand le 3e tome sera publié, on publiera aussi le journal, qui sera une sorte de journal de travail, dans lequel je raconterai à la fois tout ce qui se passe dans ma vie, mais aussi tout ce qui m'inspire, un film que j'ai vu, un tableau, quelque chose que j'ai découpé dans un magazine. Mais évidemment, tout ce qui se passe autour de moi me transperce, m'envahit, me bouleverse. Mais en général, ces choses terribles et tragiques qui se passent autour de moi me donnent encore plus envie de me battre pour qu'on ait tous la liberté de raconter, de dire, parce que c'est en donnant du sens, en ramenant justement de la beauté dans le monde qu'on peut aussi combattre tout ce qui se passe. Merci beaucoup, Leila Slimani. Merci à vous. Vraiment.